Bienvenue dans ce webinaire, l'habitat en container, les contraintes techniques. Webinaire animé par Caroline Mathieu et David Gross, lesquels sont tous les deux architectes spécialisés dans ce type de construction et aussi formateurs, oui, chez Format Cargo. Donc, comme on l'indiquait précédemment, cette deuxième webconférence s'inscrit dans un cycle de webinaires beaucoup plus large. Et à ce sujet, les deux prochains webinaires seront donc consacrés au choix des systèmes constructifs à l'aune de la RO 2020 et le dernier webinaire sera, lui, vraiment orienté retour d'expérience, comme je l'indiquais tout à l'heure, à la fois côté architecte, mais aussi côté client. Alors, avant de laisser la parole à Caroline Mathieu et David Gross, lesquels se présenteront davantage, je vais bien sûr laisser la parole à Boris Nico Lizac, lequel est responsable d'établissement de Format Cargo, puisque nous avons organisé ce cycle de webconférence avec Format Cargo, au regard notamment des enjeux qui sont importants. Donc, Boris va vous présenter quelques éléments de contexte et puis aussi Format Cargo. Je reprendrai très rapidement la parole pour vous présenter ILO Formation, pardon, ainsi que nos modes de communication. Et ensuite, la parole sera donnée à Caroline Mathieu et David Gross. Boris, je vous laisse la Oui, parole. Oui. merci Gaël. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis merci de votre présence ce soir à ce webinaire, donc qui est co-organisé, comme le disait Gaël, entre ILO Formation et Format Cargo que je représente aujourd'hui. Donc un webinaire sur les contraintes techniques spécifiques liées à la construction modulaire. Donc Format Cargo, je vais juste le présenter rapidement et je ne vais pas vous monopoliser trop longtemps. C'est donc le premier organisme de formation en France spécialisé dans la cargotecture. Alors, certains d'entre vous savent déjà ce que ça veut dire, d'autres peut-être un peu moins. Donc, je rappelle que la cargotecture, c'est la transformation de conteneurs maritimes en habitat et structures modulaires. Donc, dans ce cadre-là, nous, on forme des professionnels à la maîtrise des techniques qui sont spécifiques à ce type de construction. Donc, notre objectif, c'est de développer des compétences métiers dans ce domaine précis, en répondant notamment aux enjeux actuels. Et il y en a, notamment en ce qui concerne l'éco-construction et l'industrialisation du secteur, parce que, il y a un certain nombre de métiers qui sont dits des métiers sous tension, qui manquent cruellement de main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine, même au sens large du terme, dans le domaine de la construction. Donc, notre formation phare qui dure non, pas plus de 300 heures, qui dure 300 heures, c'est déjà pas mal, est conçue pour offrir une immersion complète, si vous voulez, dans le domaine de la construction modulaire, et donc en particulier la cargotecture. C'est un programme qui aborde toutes les compétences nécessaires pour transformer un conteneur maritime en un habitat ou une structure modulaire, tout en respectant évidemment les exigences environnementales et les techniques du secteur. Donc on a des apprenants qui acquièrent au fil de cette formation des connaissances diverses et qui vont passer en revue 3 blocs de compétences et développer donc des aptitudes dans des domaines assez variés, puisqu'ils vont passer en revue de la métallerie, de la chaudronnerie, de la soudure, de la menuiserie de bois et aussi des métiers du second œuvre. Donc c'est une formation pour information qui est certifiante et équivalente à un niveau CAP, donc certification de niveau 3, qui prépare donc les participants à intégrer un secteur qui est en plein développement, on s'en rend compte, et on voit l'intérêt que ça suscite chez les architectes, avec des compétences très recherchées. En complément de notre formation, et pour finir, donc cette formation de 300 heures, on développe également des parcours qui sont spécialisés, notamment un programme qui s'intitule Gestion technique de projet en construction modulaire hors site, qui est un parcours spécialement conçu pour former des professionnels à la gestion globale de projet, toujours dans le domaine de la construction hors site, avec un focus sur la planification, la coordination des équipes, le respect des normes, la maîtrise des techniques spécifiques à la construction hors site. Pour information, et j'en terminerai là-dessus, ce programme est éligible à une prise en charge par le FIFPL, ce qui le rend particulièrement accessible pour les indépendants, les professions libérales qui souhaitent monter en compétences dans ce secteur. Voilà. Je vous souhaite un excellent webinaire. Je laisse maintenant la parole à nos deux intervenants, Caroline et David. Merci à vous. Alors, je reprends la parole juste avant à propos d'ILO, très, très, très rapidement, vous le savez, avant de vous laisser la parole, Caroline et David. ILO Formation, vous le savez, a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes en 2012, Ordre des architectes Occitanie.
Notre raison d'être est bien évidemment de faciliter votre engagement en formation en vous proposant des formations de qualité puisqu'elles sont toutes testées en amont par des membres du CROA et ou des adhérents avant de vous être proposées. Par ailleurs, nous organisons donc des webconférences gratuites, lesquelles donnent lieu à attestation de formation complémentaire. Notamment, vous devrez recevoir une attestation de formation complémentaire envoyée depuis la plateforme Zoom sur votre messagerie. Regardez dans vos spams si elle ne s'y trouve pas. Nous organisons aussi des formations en intra, en collaboration avec vous, et tous nos administrateurs et administratrices sont architectes. Concernant nos modes de communication, je le répète, caméra, micro sont coupés de votre côté. En revanche, vous avez l'occasion de poser vos questions à Caroline Mathieu et David Cross via l'onglet Q&R. Si vous cliquez sur cet onglet, vous ouvrez une fenêtre et vous pouvez écrire vos questions. Et plus spécifiquement, Caroline Mathieu et David Gross y répondront à la fin de chacune de leurs parties. Alors cette fois-ci, j'ai terminé. Caroline et David, êtes-vous prêts? Oui, Oui, Parfait. bonsoir, moi c'est David Gross, donc je suis architecte chez Mo à Pont-à-Mousson, donc dans le Grand Est, et je fais de la maison conteneur de manière régulière dans mon activité. Je ne sais pas si Caroline, tu veux te représenter. bonsoir à tous. Donc moi je suis Caroline Mathieu, je suis installée au nord de Montpellier et je m'intéresse à la maison conteneur depuis pas mal d'années. Et là j'ai fait 2 premières réalisations et j'ai quelques commandes pour l'année prochaine. Donc c'est quelque chose que je souhaite développer. Et, et voilà. Eh bien, on attaque. Donc, hop. Pour commencer sur les défis techniques qui sont présentés par la maison conteneur, la construction en conteneur plus particulièrement, c'est déjà de se poser la question de ce que c'est un conteneur et quel type de conteneur on va utiliser, puisque finalement, il y en existe 7 types sur le marché. On a les standards, qui sont les plus classiques, les plus courants. Les hardtop, c'est ceux qui ont un plafond renforcé. Les open top qui permettent d'être ouverts par le dessus. Les open side, ils ont des portes sur le côté, donc comme on le voit sur le schéma. Les flats qui sont complètement repliables. Les plateformes, bon, là, c'est juste un plateau, ça n'a pas grand intérêt pour nous. Et puis les tanks qui servent essentiellement à transporter des liquides en citerne. Et nous, ce qui va nous intéresser particulièrement euh, par leur, par leur présence sur le marché, ça va être les standards qui sont les plus répandus et donc qu'on va pouvoir utiliser en dernier voyage. Donc l'idée de l'utiliser en dernier voyage est toujours de pouvoir le, avoir un élément recyclé dans la construction et c'est ce qui le rend particulièrement attrayant. Donc quand on parle d'un conteneur en standard, on a également différents types de dimensions qu'il faut garder quand même en tête. On a les 40 pieds, les 30 pieds, les 20 pieds et les 10 pieds. Les plus courants sont sur le marché, ça va être les 40 pieds. On va se tourner vers ces conteneurs-là. Et en construction, on va préférer, on verra aussi pourquoi dans les autres parties, mais on va préférer ce qu'on appelle les high cubes, qui ont une dimension donc, de 12 mètres, donc dimension extérieure, hein, d'environ 12 mètres 20 de long, 2 mètres 45 à peu près de large et une hauteur je ne l'ai plus en tête, de 2 mètres 40, je vous dis une bêtise, de 2 mètres 80, de 2 mètres 80 en hauteur. Ce qui va nous donner des cotes intérieures en hauteur de 56 pour le high cube. Le standard, on va être à 2,36 et puis on a le low cube qui va être à 2,13 en intérieur. Donc ça reste des cotes qui vont être assez contraintes et qu'il va falloir apprivoiser pour pouvoir en faire quelque chose dans la construction. On trouve le plus couramment, donc comme je disais, les 40 pieds en high cube.
On va trouver quelques 20 pieds, mais plutôt en standard. Donc, pas de grande hauteur sous plafond. Donc, grande hauteur avec des guillemets, évidemment, mais pas de grande hauteur sous plafond en 20 pieds. Donc, quand on veut un high cube en 20 pieds, il va falloir l'acheter neuf. Donc, on perd l'idée du recyclage du conteneur et puis les bénéfices dans le cadre de la RE 2020. Donc, ce qu'on verra, c'est que potentiellement, ce qui est intéressant, c'est de prendre un 40 pieds et de le découper et adapter dans sa longueur pour en faire un élément à la longueur dont on a besoin. Par exemple, si on a besoin de 6 mètres, et ben couper un 40 pieds en deux. Donc, les conteneurs, ils sont solides, mais ils ont une structure, une rigidité structurelle qui est quand même assez limitée. Ils sont conçus pour supporter des charges principalement sur leurs coins et puis être empilés sur les coins, ce qu'on appelle des coins ISO. Donc, sur chaque point du conteneur, on a un coin ISO qui est le point dur qui est le point dur du conteneur. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque transformation qu'on va apporter au conteneur va devoir être compensée par des renforts structurels, donc à base de profils métalliques du commerce, du type IPN, du tube carré, qui vont permettre de renforcer toutes les ouvertures hein, qui vont être faites dans le conteneur et lui redonner de la rigidité pour toutes les phases d'adaptation qu'on va devoir apporter pour intégrer des baies vitrées, pour aligner deux conteneurs l'un à côté de l'autre pour créer une grande pièce. Parce qu'on rappelle qu'on est sur 2,45 extérieurs de côte, ce qui ne donne pas forcément des pièces très larges. Donc, on va profiter d'aligner deux conteneurs pour les agrandir, mais du coup, on va devoir apporter des renforts. Les renforts, donc là, on voit une photo où on a renforcé les ouvertures de deux manières. Donc, alors je ne sais pas si on voit le curseur de ma souris à l'écran, mais on va avoir un poteau là qu'on a créé en tube métallique carré et des cadres qui sont associés au baie vitrée pour redonner toute la rigidité nécessaire à cette face pour reprendre les contreventements de la boîte qui a été sérieusement mis à défaut dans ce cadre-là pour ouvrir les baies. Donc là, on a besoin de renforcer tout ce qui est ouverture. Et sur cette photo également, on voit la mise en place de renfort. Donc là, la liaison entre, pardon, excusez-moi, je vous ai passé un peu vite. On voit le tube qui est posé ici, c'est un tube carré qui est posé à la jonction entre les deux conteneurs, donc qui reprend le longeron au-dessus et qui permet de créer avec deux conteneurs une grande pièce par l'assemblage. Et on voit également un autre poteau ici. Celui-ci permet de reprendre une ouverture qu'on a fait là plutôt en coin et où on a mis un mal l'appui sur le coin ISO. Donc, toutes les transformations de la boîte ont été compensées par de la structure métallique. En principe, la structure métallique soudée. Donc là, comme je le disais, donc, pour les ouvertures et les portes, quand on crée les ouvertures, on doit remettre des U, remettre des cadres. Ces cadres de renfort, ils vont avoir un double rôle, c'est celui de rigidifier la boîte, mais aussi de donner des appuis et des cadres pour pouvoir fixer une menuiserie. Et ça va rigidifier l'ensemble de cette structure. Donc, sur les fenêtres, on peut avoir des renforts très importants donc, pour reprendre les grandes ouvertures. Sur les petites ouvertures, on va avoir des renforts métalliques qui vont être plus simples, plus sobres, qui peuvent être faits en plat. Quand on est en plat, il faudra faire attention à la solution qu'on utilise pour pouvoir fixer toutes nos menuiseries à la paroi pour pouvoir avoir un support et ne pas se retrouver sans rien et une fenêtre qui pose au sol.
sans être tenu. Pour les baies vitrées, on, on renforce également, donc, comme je le disais, tout ce qui était, tous les pourtours sont rigidifiés avec de l'IPN ou du HEA. On redistribue toutes les charges vers les coins du conteneur pour assurer une stabilité et, et éviter toutes les grosses sections de métal sur les renforts. Tout ce qui est... j'ai un petit problème de zoom, voilà. Tous les renforts métalliques qu'on crée dans les conteneurs, ils vont être soudés à la structure. On va pas faire d'assemblage mécanique type boulonnage ou vissage à la vis autofeureuse. Tout ce qu'on va faire en cadre de renfort, ça va être soudé au conteneur pour garantir que tout est bien lié, qu'on n'a pas de soucis de déformation ou de problèmes de liaison qui se créent dans le futur. Et on peut garantir qu'on maintient une paroi modifiée intègre, qui ne va pas avoir de soucis structurels. Et sur certains types de renforts, on va pouvoir également proposer des renforts, ce qu'on appelle en croisillon. Donc, clairement, c'est de la croix de Saint-André. Donc, qui vont nous permettre de reprendre les torsions, rassurer du contreventement dans les structures et qui vont pouvoir aussi être mis à contribution quand on travaille en zone sismique. Ce n'est pas mon cas à moi, mais vous êtes certainement plusieurs à travailler dans des zones sismiques ou des zones à fort vent et il faudra prévoir ces cas-là. Et la croix de Saint-André est parfois l'élément le plus adapté à sa reprise des charges et des contreventements de la structure. Donc, oui, comme je vous disais, là, tout ce qui va être renforcement, ça va être du pan entier qu'on va pouvoir renforcer en IPN, en HEA, les profils de commerce, qu'on peut installer d'un bord à l'autre des ouvertures. Et le but, c'est toujours de maintenir une intégrité et une non-déformabilité de la boîte, donc du conteneur. Les profils qu'on utilise, ils sont souvent en acier galvanisé. Ils peuvent être en acier inoxydable, mais là, en termes de coût, on va commencer à avoir des soucis de budget. On peut les faire également en poutre du commerce. Le but, c'est toujours de se préserver de la corrosion de ces aciers. Et donc, quand on prend une poutre acier classique, il faudra prévoir qu'elle doit être protégée par une peinture anti-rouille qui va permettre de la préserver dans des environnements qui vont être humides ou qui vont être à des conditions de salinité assez corrosifs, par exemple dans les en bord de mer. Donc, les conteneurs, on peut les empiler. Donc, la gestion des charges, on empile les conteneurs. Ils sont conçus pour supporter quand même des charges qui sont importantes et pour être posés sur leurs quatre coins. Donc, quand on les transforme, il faut vraiment s'assurer qu'on est sur une stabilité structurelle partout. Et donc, un des points les plus importants dans cette modification-là, c'est de faire intervenir un bureau d'études structure, plutôt un bureau d'études structure spécialisé charpente métallique qui va pouvoir vous dimensionner tous les renforts, toutes les reprises de charge, notamment les charges de vent, les charges de neige et, les charges des équipements. Donc, sur ces équipements, on va pouvoir avoir différents types de toitures, par exemple. Donc, on va avoir une attention particulière sur les toitures végétalisées
sur les panneaux solaires, l'ajout de panneaux solaires, qui va rajouter de la charge sur la toiture et qui vont nécessiter un renforcement un peu spécifique du conteneur parce qu'il n'est pas conçu pour tenir ces charges-là à l'origine. Donc, à nouveau, on va renforcer la toiture avec des poutres de type IPN, de type HEA, et on va s'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau sur la toiture qui va permettre de. Et donc, on va chercher à redonner un peu de pente pour évacuer l'eau. Pour tout ce qui est panneaux solaires et équipements techniques qu'on peut installer également en toiture, on va vérifier que la descente de charge de chacun des équipements et on va renforcer la toiture aux endroits adéquats pour éviter que le poids de l'équipement vienne déformer la boîte sur laquelle on s'appuie pour construire une maison. On va avoir également dans des cas, donc là on est une photo à la montagne, où on a des conditions météo qui sont assez extrêmes. Donc là, il va falloir également qu'on prenne en compte les surcharges de neige, la poussée du vent, pour assurer une durabilité au projet et que tout ne s'écroule pas. Mais j'ai envie de dire, comme sur tout projet, qu'on soit sur conteneur ou ossature bois ou traditionnel, il va falloir s'entourer du bureau d'études adéquat pour pouvoir calculer tout ça et pas se mettre dans une situation de danger par un mauvais dimensionnement des renforts. Donc l'étude structure, elle est primordiale là, sur ce type de projet. Et dans les risques les risques qui sont également à prendre en compte, alors moi je suis très peu concerné parce que je ne travaille pas dans ces zones-là, mais là, il va falloir réfléchir, et également avec votre bureau d'études, sur la façon dont on va gérer les zones sismiques dans une construction en conteneur pour que les boîtes, si je vais appeler ça des boîtes, hein, euh, ne se, ne se déforment pas pendant une secousse, restent arrimées à ces fondations pendant un séisme et que ça ne s'effondre pas sur vos clients. Donc, on a des forces qui sont à prendre en compte. Ils peuvent vraiment déformer, comme sur la photo que vous voyez, déformer les conteneurs, entraîner des tensions avec des déplacements latéraux et verticaux, et qui peuvent entraîner également des risques de glissement des conteneurs et des risques de basculement. Si les conteneurs ne sont pas solidement liés entre eux et solidement ancrés dans les fondations, on va avoir des risques de basculement sous l'effet des secousses. Donc, dans les solutions qui sont à apporter, la priorité, c'est de fixer d'avoir des systèmes de platines qui sont intégrés aux fondations. Donc, que ce soit des long greens, que ce soit un- du, du mur du voile d'agglo-coffrant, du voile béton, du pieu. On va avoir des platines qui vont être ancrées aux fondations et qui vont reprendre les fameux coins ISO qui vont permettre de bloquer les conteneurs donc, dans toutes les directions pour éviter que les secousses sismiques vous renversent vos boîtes et les déforment. Donc, oui, donc les fondations en risque sismique sont adaptées avec votre bureau d'études pour absorber tous les mouvements différentiels qu'il peut y avoir, pour maintenir l'ensemble arrimé dans le sol. On préférera dans les zones sismiques des fondations de type plot ou dalles, donc type radier, en zone sismique, et qui vont être capables d'absorber donc tous ces chocs. C'est des solutions qui sont à soulever avec le géotechnicien et avec votre bureau d'études structure pour vous sécuriser totalement sur cet aspect.
et dans les solutions structurelles qu'on peut apporter, qu'on peut réfléchir pour construire en conteneur en zone sismique. C'est des renforts métalliques supplémentaires de type cadre, donc refaire des grands cadres qui permettent de reprendre et de bloquer les conteneurs entre eux, ou installer de nouveau aussi des croix de Saint-André qui vont vous maintenir et éviter certains basculements. Donc l'idée, c'est toujours de contre-monter au maximum votre structure pour éviter qu'elle s'en aille. Donc, quand on a vraiment plusieurs conteneurs assemblés entre eux, toutes les jonctions vont, surtout en zone sismique, vont devoir être vérifiées, soudées ou assemblées mécaniquement, c'est possible également, mais qu'elles vont devoir être vraiment, tous les éléments vont vraiment devoir être solidaires entre eux pour éviter que les éléments se détachent et que chaque conteneur aille vivre sa vie pendant une secousse. Donc, pour ceux qui travaillent en zone sismique, vous êtes, là, vous savez que la France est divisée en zones avec plus ou moins plusieurs niveaux de risque, pardon, qui sont classés et il faudra respecter donc toutes les réglementations qui sont imposées par ces zones, et notamment l'Eurocode 8. Et, euh, et votre projet conteneur ne va pas déroger à ces règles pour garantir la sécurité des occupants qui seront dans vos conteneurs. Dans les points qui sont également pris à prendre en compte, c'est la vulnérabilité de votre conteneur à la corrosion. Un conteneur, il est soumis durant toute sa vie de conteneur commercial à des conditions extrêmes en mer, donc d'humidité et de sel. Ça les rend vulnérables et surtout au niveau des coins et des soudures. La tôle, c'est de l'acier Corten, il n'est pas hyper sensible à la corrosion, mais tout ce qui va être soudure va être un point à prendre en compte. Il va falloir effectivement traiter contre la rouille tout ce qui pourrait être déjà apparent dans un premier temps. Donc, inspecter les conteneurs et, possiblement appliquer une peinture anti-rouille, donc un sablage des surfaces, et appliquer une peinture anti-rouille ou un revêtement protecteur pour que le conteneur garde une intégrité physique tout au long de la vie de la maison. Et dans les régions particulièrement soumises à des conditions extrêmes, donc en sel, donc tout ce qui est bord littoral, par exemple, il va falloir être encore plus attentif à ces situations-là. Donc, on a parlé des dimensions tout à l'heure. Donc, les dimensions, elles sont clairement standardisées. Donc, généralement, on travaille entre 20 et 40, sur du 20 ou du 40 pieds, qui sont ceux qu'on trouve le plus régulièrement. Ils sont empilables. La façon dont ils sont conçus, ça permet de les empiler vraiment sur les coins et de jouer sur les longueurs. Vous pouvez empiler un 40 pieds sur deux 20 pieds sans souci. C'est fait pour. L'idée du conteneur, c'est aussi de les aligner, de les emboîter pour créer des espaces plus grands. Et donc, il va falloir planifier minutieusement votre projet de manière à ce que tous les espaces qui sont désirés et créés puissent être faits dans les dimensions nécessaires au projet et dans une stabilité structurelle cohérente. Il faut garder en compte dans ce que je disais tout à l'heure par rapport au iCube. Donc, le conteneur 40 pieds iCube, donc, qui est globalement celui qu'on utilise le plus, il va vous permettre de garder une hauteur habitable qui va avoisiner les 2,50 m, donc ce qu'on recherche, parce que vous allez pouvoir isoler le sol donc, de votre conteneur et vous allez pouvoir y mettre un faux plafond qui va pouvoir ménager un petit plénum.
Et il y a des sections dans lesquelles il va falloir passer en soffit, mais ça, on en reparlera certainement sur la fin du diaporama. Mais en iCube, vous pouvez maintenir une hauteur qui va avoisiner les 2,45 m sans trop de soucis, ce que vous ne pourrez pas faire avec un conteneur de type dry, donc les standards qui vont vous bloquer assez vite à ce niveau-là. Donc c'est une chose, un aspect du conteneur à prendre en compte pour choisir vos dimensions et dimensionner votre projet. Et puis, dans ce qu'il faut approcher, vu ces contraintes de dimension, il va falloir regarder également à utiliser des isolants qui vont être plutôt très performants avec des faibles épaisseurs, de manière à maintenir une bonne isolation thermique et sans perdre trop d'espace dans le conteneur. Donc, ce qu'on disait, donc, qu'un des défis majeurs de la transformation de conteneur, c'est d'assurer un confort thermique optimal tout au long de l'année. Donc, le conteneur, c'est un métal donc, qui conduit très bien la chaleur et le froid, ce qui peut nous amener des problèmes de surchauffe en été et d'un froid excessif en hiver. C'est essentiel de prévoir l'isolation adéquate sur le conteneur. Donc, globalement, on va recommander une isolation multicouche avec un isolant extérieur et un isolant intérieur qui va nous éviter les ponts thermiques qui peuvent se former aux différentes jonctions des conteneurs. Donc, tout ce qui va être coin, ouverture, et ce qui va nous éviter des pertes de chaleur. Dans les matériaux qu'on va recommander, donc on aura la laine de roche, les panneaux rigides ou projetés de polyuréthane. Et puis, il va falloir aussi ajouter une ventilation qui va être adaptée pour maintenir une hygrométrie intérieure confortable. Je suis pas passé assez vite sur cette diapo-là, mais donc l'hygrométrie qui va être essentielle à gérer, donc avec une VMC adaptée, en respectant bien toujours la règle des 2 tiers, 1 tiers d'isolation entre l'intérieur et l'extérieur pour éviter un point de rosée, qu'un point de rosée se forme dans votre construction. Ce qu'on peut faire également pour éviter un point de rosée à l'intérieur, c'est de mettre toute l'isolation vers l'extérieur. Et ça, je crois qu'on en reparle un peu plus tard. Il va falloir, dans tout ce qui va être important à gérer, il va falloir que vous gériez tout ce qui va être accès. Donc, mettre les renforts pour toutes vos portes. Ne pas sectionner le longeron du bas de votre conteneur pour mettre une porte avec un seuil à 0. Donc, si vous avez besoin d'un seuil à 0, eh ben, il va falloir s'assurer qu'on puisse gérer un aménagement extérieur qui permette de monter l'épaisseur du sol du conteneur pour être à hauteur, pour qu'on réponde à toutes les normes d'accessibilité qui peuvent nous être demandées. On peut être amené à faire des maisons accessibles au PMR en conteneur et il faudra bien que le PMR rentre dans la maison. Ce qu'on préconise régulièrement, c'est de gérer donc, la pose des conteneurs sur un vide sanitaire, donc avec des fondations relativement profondes en fonction de ce que vous dira votre étude de sol, mais de créer un vide sanitaire qui va déjà protéger le dessous de vos conteneurs de l'humidité et qui va vous permettre de passer tout ce qui va être tuyauterie de votre maison, donc électricité, potentiellement peu de ventilation et réseau de plomberie et évacuation. Donc le vide sanitaire, c'est quasiment un indispensable dans la construction en conteneur, tout comme la possibilité de construire sur un sous-sol qui va également vous protéger le bas du conteneur des remontées d'humidité et générer des espaces supplémentaires. Et potentiellement, vous allez pouvoir aussi ajouter du drainage en fonction de ce que votre étude de sol vous dira.
Ça, je vous en reparle juste après. Donc, voilà, juste là. Donc, le premier point pour définir votre type de fondation, ça va être comme sur toute maison, là, de faire une étude de sol, faire une étude de sol qui va vous apporter des préconisations. Et le conteneur, on peut le poser sur des fondations type radier. On peut le poser sur des semelles, sur des plots, sur des pieux. Donc, pieux battus, pieux vissés. C'est vraiment l'étude géotechnique qui va, donc en concertation avec vous, évidemment, hein, mais qui va vous donner le type de fondation à apporter à votre maison ou à votre construction conteneur. Le toit qui peut être également des endroits où il faut être attentif. Donc, le toit, il doit être renforcé parce qu'ils ne sont pas conçus pour, du coup, pour pardon, ils sont pas conçus pour évacuer l'eau de manière efficace. C'est une très faible pente. Le toit, il est légèrement bombé et il n'est pas conçu pour supporter des charges lourdes. Donc, on doit le renforcer pour apporter tout ce qui est équipement supplémentaire, comme on le disait auparavant, notamment avec les panneaux solaires ou les toitures végétalisées. Et on peut recréer des systèmes de charpente sur le conteneur qui va permettre de rapporter les charges de bout en bout du bout en bout du conteneur et de recréer une pente. Euh, et donc d'y mettre le matériau qu'on souhaite, qui peut être, on peut tout à fait couvrir un conteneur avec de la tuile, avec un bac acier, avec un zinc ou au contraire rester sur une toiture type terrasse avec une membrane bitumineuse PVC ou PDM. Les murs, ils doivent être également isolés. Donc là, le choix des matériaux est primordial dans la réflexion. En fonction des régions et en fonction des déphasages qui sont recherchés, va utiliser les matériaux plus ou moins, entre guillemets, écologiques. Le polyuréthane, qui est une bonne solution pour gagner de la place, va pas forcément être une bonne solution dans des régions trop chaudes dues au déphasage du polyuréthane. Donc, l'idée, c'est pas de construire des boîtes dans lesquelles vous avez trop chaud. Et puis, il va falloir choisir où est-ce que vous placez l'isolant dans votre conteneur. Est-ce qu'il est à l'intérieur ou est-ce qu'il est à l'extérieur ou en 2/3, 1/3, tout en gardant en tête que globalement, on a 2,33 m de largeur sur un conteneur. Donc, une isolation intérieure d'environ 15 cm pour rester dans les normes RE 2020. Vous allez, sur une largeur d'un conteneur, vous allez perdre 30 cm, donc vous allez arriver à un espace utilisable de 2,03 m de largeur. Donc, il faut garder l'aspect isolation en tête et ne pas le reléguer en dernier point dans la conception et puis se retrouver coincé par une isolation mal gérée en périphérie des conteneurs. Donc, on garde à l'esprit que le conteneur, il peut quand même mouiller, donc il va falloir, au démarrage, avoir une inspection générale de votre conteneur et puis faire un petit suivi, une inspection de tout ce qui peut être point de corrosion possible sur la structure et traiter tous les aspects qui vont être rouillés et qui peuvent se propager et fragiliser le conteneur. Et enfin, dans les aspects techniques qu'il faudra gérer et en tout cas garder à l'esprit, c'est que votre conteneur, c'est une grosse cage de Faraday qui va bloquer les ondes électromagnétiques extérieures. Donc, vous allez avoir des problèmes de réception des ondes qui viennent de l'extérieur, qui peuvent être un problème. Et puis, à l'intérieur, quand le conteneur reste apparent, vous allez avoir probablement des problèmes de réverbération des ondes sur les parois qui vont avoir du mal à être dispersées. Donc, dans les solutions qui sont à privilégier, c'est déjà d'utiliser que des connexions filaires, d'avoir des gaines blindées pour protéger vos connexions électriques. Et vous pouvez également utiliser des peintures anti-ondes qui vont empêcher les réverbérations intérieures et puis permettre une meilleure diffusion
vos ondes en direct, par exemple pour une bande Wi-Fi. Mais la meilleure solution reste quand même de privilégier les connexions filaires. Et enfin, dans l'aspect métallique des choses, et ce qu'il faut garder, il faut aussi garder en tête que le conteneur, il va falloir le relier à la Terre. Et je crois qu'on arrive à la partie 2. Et si vous avez des questions, on va prendre les questions. Alors, hop, chat. Il y avait la question de Patrick Pommier. David, est-ce que toi, tu as fait déjà une maison container avec un 20 pieds en position verticale? Non, jamais fait ça. Jamais fait, c'est possible, c'est documenté notamment dans l'Atlas Container. Euh, il y a des projets qui sont faits comme ça. Moi, j'en ai jamais fait à titre personnel. Quel traitement pour la peau extérieure, horizontale et verticale? Je vais en parler, moi, un petit peu après. Oui, Mais le traitement, si on veut garder les parois existantes à l'intérieur, il faut les sabler pour enlever les couches, on va dire, de traitement en fait, que les containers ont à la base. Et sinon, après, on les met en sandwich dans du placo. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de les traiter quand c'est comme ça. Et de toute façon, l'extérieur est traité quoi qu'il arrive, puisque on isole en fait, hein, pour la RE 2020. Donc, on les a oui. pas à l'extérieur. Ils mettent dimension déprofilée de la structure porteuse. Moi, sur la mienne, j'ai mis des profils 4 par 8. Ouais, Après, c'est ça dépend du globalement, profil. ça va dépendre de ce que l'ingénieur structure va dire, mais globalement, sur tout ce qui est ouverture intermédiaire, on va pouvoir être sur des profils moi j'avais des 60, là j'ai un projet, c'est du 60-80, euh, qui arrive à se glisser entre deux alvéoles des parois des tôles. Donc ça permet d'être, faut bien choisir sa section pour que le profil il soit le plus discret possible, en fait, quand on est à l'intérieur, qu'on laisse la paroi visible. Et surtout, ce qui va être ouverture, c'est ce qui il va falloir prendre des profils qui vont aussi vous donner le nécessaire pour fixer les menuiseries. Euh, il y a cet aspect-là qui est à prendre en compte aussi. Et Traitement anti-feu, ben, en fait, les parois métalliques sont prises en sandwich. Donc, traitement anti-feu, non, moi j'utilise juste les plaques de placo anti-feu quand je mets un poêle à bois. voilà. Oui, et puis bon, dans l'habitat, on n'a pas de traitement. Enfin, le conteneur, il va tenir, il va tenir suffisamment longtemps au feu pour évacuer les personnes. Après, je n'ai pas fait de RP en conteneur, donc j'ai pas eu le cas j'ai pas eu le cas vraiment de la stabilité au feu dans le cas d'un ERP, en tout cas à traiter. Alors là, avez-vous un coût indicatif moyen en mètre carré de ce genre de construction? Moi, sur la maison que j'ai faite, là, j'arrive à 1900 euros du mètre carré. J'ai à peu près 300 euros de moins au mètre carré sur du container. Donc, mais là, j'ai tout fait faire. C'est sûr que les containers, c'est intéressant aussi quand les gens font une partie eux-mêmes en autoconstruction. Ou sinon, ce qui est vraiment intéressant sur la maison container, c'est la rapidité. On voit sur Internet que souvent on parle de 1000 euros du mètre carré. Bon, bah, 1000 euros du mètre carré, je pense qu'ils intègrent le fait que ce soit rapide et ils doivent compter les mois gagnés. Mais c'est un peu. Enfin, moi, je compte un petit peu moins de 2000 euros du mètre carré, alors qu'en tradi, je compte plutôt 2003-2004. Et sur Internet, à 1000 euros du mètre carré, c'est surtout des autoconstructeurs, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Là, effectivement, ils peuvent y arriver, hein. La main-d'œuvre, bah, c'est eux, donc ils divisent par deux le prix. Tout à fait. Alors, Sylvia, cela veut dire qu'il n'existe pas la possibilité d'avoir du Wi-Fi ou du Bluetooth à l'intérieur. Si, mais il faut vraiment ouvrir les parois en fait, hein. Enfin, et après, il faut évidemment préférer le filaire. Après, c'est possible, mais il faut éviter de se faire irradier en permanence en fait. Mais après, si on ouvre les baies vitrées, bah ça sort, hein, donc ça fonctionne.
Clément, 60-33, 60-63, je comprends pas la question. Peut-être que c'est juste une remarque. Je Il vois peut pas où c'est. réécrire un petit truc. Et sur les textes, vous aurez la vidéo et les textes, vous récupérez tout à la fin du webinaire. C'est des sections d'acier, Clément. Ah, dimension structurelle. Ouais. Je crois Ouais, moi, que Clément Gillet fait beaucoup de conteneurs ouais, également. Ah, bah, c'est bien ça. Oui, oui, tout à fait. Ok. Je vais poursuivre la. Il y a encore des questions ou pas? Je vais poursuivre le webinaire. Oui, c'est à ton tour. La demande de ce genre vient-elle du client ou vient-elle plutôt de vos incitations? C'est-à-dire le choix constructif pour le client? Thierry, est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Si c'est pour le choix du système constructif, moi, mes clients, je leur propose, enfin, pour moi, le container, je pousse pas. Je le mets juste dans les possibilités. C'est pareil, soit on Puis, vient pour. ça peut être aussi. Pardon, excuse-moi, David. Moi, j'ai des clients qui viennent spécifiquement pour ça. Donc, Ouais. Moi, c'est pareil, c'est plutôt une c'est une demande demande. du client. Potentiellement, je propose si je sens que le client, lui, est ouvert. Mais sinon, c'est une proposition. Le client dit oui ou non, mais la plupart du temps, c'est plutôt non. Quand le client il n'est pas ouvert à ça, il va pas chercher beaucoup plus loin, il veut du traditionnel ou il est venu pour une ossature bois. Mais la plupart du temps, les projets que je fais en conteneur, c'est des clients qui sont venus parce qu'ils savent que je fais du conteneur. Ouais, moi, c'est pareil, hein. Ceux qui veulent faire une maison container, ils s'adressent à moi parce qu'ils m'ont trouvé sur Internet et ils ont vu que j'en avais déjà fait. Donc, du coup, ils viennent spécifiquement pour ça. Et après, comme dit, moi, à mes clients, je leur dis, bah voilà, vous pouvez faire autant agglo, briques, bois ou container. Et souvent, quand je leur dis ça, c'est, ah bon, container, c'est pas juste un rêve, ces trucs. Et puis, bon, ils vont s'intéresser un petit peu, mais si, on va dire, s'ils ont le budget pour faire une maison traditionnelle, ils vont quand même, en tout cas, chez moi à l'agence, les clients, j'ai l'impression qu'ils préfèrent quand même le traditionnel. La maison container, c'est vraiment des gens qui vont avoir moins de budget et qui cherchent des alternatives en fait pour avoir quand même une maison. Donc, et d'ailleurs, j'ai fait une des maisons, elle faisait que 70 mètres carrés. C'était une toute petite maison. J'ai fait ça avec 3 containers, 2 de 40 pieds et un de 20 pieds. Donc, c'est des petits budgets qui n'arrivent pas à se payer une maison en briques en fait. Et du coup, ils sont plus ouverts à d'autres alternatives parce que ce soit ça ou soit rester en appart. Donc du coup, ils se lancent un peu plus. Ouais, ça, c'est mon expérience. On continue pour les solutions d'étanchéité-isolation. On continue. Si tu es prête, Allez, c'est parti. c'est parti. Donc pour transformer les containers en habitat confortable et durable, il faut évidemment bien les isoler et qu'ils soient étanches. Ça paraît logique. À la base, ils vont en mer, donc ils sont étanches, mais ils sont étanches juste pour les transports maritimes. Je dirais que c'est pas du 100%, quoi. Donc il faut évidemment, quand on les rend habitables, refaire l'étanchéité de la toiture. On évitera quand même ça, toutes les infiltrations d'eau et les fuites. Vérifiez bien aussi au niveau des joints et autour des fenêtres, c'est des points à traiter particulièrement. Et voilà, sinon, sur la toiture, on va évidemment refaire une, une charpente, en fait, pour donner une légère pente, ou une pente complète, hein. Enfin, c'est vrai que la toiture, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et du coup, ben, on en profite pour mettre une isolation étanche. Donc, les containers sont très conducteurs, hein, je vous le rappelle, c'est du métal. Donc, évidemment, très chaud en été, très froid en hiver. Et bon, bah, si on les isole pas, ils sont inhabitables. Donc, les solutions, hein, on a tout un système d'isolation, hein, donc autant la laine de roche que les panneaux de polyuréthane. On peut utiliser du chanvre. Enfin là, c'est comme une maison traditionnelle. On peut vraiment choisir le type d'isolation qu'on veut utiliser. Donc à la fois à l'extérieur et évidemment aussi un petit peu à l'intérieur.
La condensation, juste après, est également un problème hein, dans les containers. Du coup, il faut, en plus de la bonne isolation, il faut vraiment faire une bonne ventilation, notamment avec l'installation du VMC hein, qui permettra de maintenir les taux d'humidité. Moi, pour éviter la condensation, j'applique vraiment à la lettre le 1/3, 2/3. Hein. Donc, j'isole 1/3 à l'intérieur et 2/3 à l'extérieur. Et sur les 2 réalisations que j'ai faites, j'ai aucun problème et j'ai déjà passé plus d'1 année complète. Donc, pour l'instant, tout va bien. Hum. Ensuite, donc les questions, c'est le slide 45, David, un peu après. Les questions qu'on peut se poser, c'est surtout sur l'esthétique. Vous avez le PLU d'une part qui vous donne des réglementations et vous avez le choix esthétique que recherche le client. Évidemment, je vous le dis tout de suite, au niveau des PLU, laisser le métal apparent, souvent c'est rédhibitoire, hein, ils n'en veulent pas. Mais de toute façon, clairement, avec la Euro 2020, on ne peut pas laisser les containers apparents. On peut les laisser un petit peu à l'intérieur sur certaines parois intérieures, mais à l'extérieur, on va habiller totalement. Donc on ne verra plus le container de l'extérieur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pareil que pour la maison traditionnelle, hein, dans tous les cas, on aura un thermicien qui va nous accompagner sur la maison container. C'est pas parce qu'on fait du container qu'on peut passer outre toute la réglementation RE 2000. Donc, si on travaille les isolations par l'extérieur, on va pouvoir choisir la finition qu'on veut. Hein. Donc là, on voit sur les photos, c'est du bardage bois, mais on peut avoir du zinc, on peut avoir du crépi et de la pierre. Moi, sur mes projets, j'ai fait bois et pierre. Et la prochaine, j'espère faire un peu de crépi pour montrer justement qu'on peut, on peut vraiment faire n'importe quel rendu sur 2 containers. Donc voilà, la structure secondaire, hein, c'est une ossature bois. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va mettre le pare-vapeur. On le voit là en noir. Et ensuite, vous mettez votre bardage par-dessus. Donc, l'avantage de l'ITE, hein, c'est vrai que l'ITE, ça a plusieurs avantages. Hein. Vous avez le côté, on va réguler le problème du point de rosée avec 1/3, 2/3. Et on va évidemment conserver un maximum de la largeur du module intérieur. On va chercher à faire une petite isolation par l'intérieur et voilà, pas trop, comme tout à l'heure David disait, si vous mettez 15 cm sur chaque paroi à l'intérieur, on va vraiment trop perdre dedans. Donc c'est mieux de mettre le paquet, on va dire, sur l'extérieur. Vous pouvez quand même laisser la tôle apparente sur certains côtés, mais dès qu'on laisse les tôles apparentes, il faut le sabler pour enlever vraiment tout le traitement qui a été mis sur le container pour qu'il aille en mer. Après, sincèrement, pareil, les containers, les laisser visibles de l'extérieur, ce qu'il y a, c'est enfin, en tout cas, pour ma part, je cherche à faire du recyclage. J'ai aucun intérêt de prendre des containers neufs pour faire des maisons. La fabrication des containers n'est pas très écologique. Par contre, de récupérer tout ce qu'on ne veut pas et s'en servir pour des maisons, ça, effectivement, pour moi, c'est du recyclage, donc ça vaut le coup. Donc, quand mes clients viennent à l'agence, je leur dis d'entrée de jeu, si c'est pour faire du neuf, je ne ferai pas. Moi, je récupère vraiment des carcasses de containers à transformer. Donc, l'avantage aussi, c'est donc la tôle, soit vous la laissez à l'intérieur apparente et vous faites un sablage, ou alors effectivement, on met tout en placo, et y compris le faux plafond. L'isolation par l'intérieur se fait de manière tout à fait traditionnelle, hein, donc pareil, hein, laine de verre, polyuréthane. On choisit en fait ce qu'on veut. Donc, ensuite, pour la partie numéro 3, donc en France, les maisons containers, comme toutes les autres types de construction, sont soumises aux règles d'urbanisme et de normes de construction en vigueur. Avant de démarrer un projet, hein, on vérifie le PLU, logique. On a les mêmes règles, hein, c'est-à-dire il nous faut bien un permis de construire au-delà de 20 mètres carrés. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais c'est bon, c'est du container, j'ai un terrain non constructible, on va poser des containers. » Non, en fait, ça marche pas. Le container, c'est pas parce que c'est considéré comme modulaire qu'il faut pas de permis de construire. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas besoin de permis de construire
en dessous de 5 mètres carrés. Donc, même les cabanes de bois, il faut déposer soit une déclaration préalable, soit un permis. Et également, elles font partie enfin, elles ont les mêmes règles, hein, donc on doit appliquer la RE 2020 et on doit essayer d'appliquer toutes les normes qui existent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la construction d'une maison conteneur est vraiment soumise au même texte de loi, peu importe, hein, que ce soit de la brique, du béton, du bois, c'est permis de construire. Par contre, il ne peut pas être refusé. Le permis ne peut pas être refusé sous prétexte qu'on a fait du container. La maison container, c'est un système constructif. Je sais pas vous, mais moi, quand je pose un permis de construire, je précise pas si je fais la maison en ossature bois ou en aglo ou en brique. Donc, hormis la structure container, ce qui pose problème en fait sur la maison container, c'est qu'on n'a pas de texte spécifique qui existe. Hein. On dispose du code civil, on dispose du code de l'urbanisme et du code de la construction. On a le PLU, on a, on va dire, les règles d'art, mais il n'existe pas de DTU aujourd'hui. Ce qui rend du coup la maison container hors traditionnelle. Moi, pour ma part, je m'appuie quand même sur le DTU des maisons traditionnelles pour faire mes maisons container, parce que c'est quand même une bonne base de travail, et jusqu'à ce qu'on sorte un jour un DTU pour la maison container, ce qui permettra d'être assuré plus facilement. On avait vu ça au premier webinaire, hein, les contraintes qu'on peut avoir au niveau assurance. Donc, le jour où on aura un DTU sur la maison container, on sera, on va dire, plus serein. Et plus les architectes feront de maisons container, plus ça va se démocratiser en fait. Enfin, on pourra avoir des réglementations. Lors de la transformation des containers en habitat, il faut respecter donc les normes locales et nationales, assurer la sécurité, la durabilité, donc les normes de construction de sécurité. N'oubliez pas de renforcer, hein, bien sûr, les containers dès qu'on ouvre. Hein, sur les parois qui font 12 mètres de long, il faut 2 renforts. En France, la RE 2020 impose des critères stricts en matière de performance énergétique. On a aussi de la réduction d'empreinte carbone. Donc, il faut assurer vraiment une isolation optimale pour respecter toutes ces exigences. Et moi, mon thermicien m'a fait une petite note assez facile. Je pense que la plupart d'entre vous doivent l'utiliser. C'est que je sais que ma résistance thermique au sol et au mur, je dois avoir 5. Et en toiture, je dois avoir 10. En gros, si j'applique ça, je réponds à la norme. Donc, comment avoir le R? Je vous fais un petit rapide calcul et un petit rappel. On prend l'épaisseur de l'isolant en mètres, qu'on divise par son lambda. Je vous donne un exemple. S'il me faut 5 au niveau des murs, et moi j'ai fait une isolation en laine de roche sur l'extérieur, le lambda de la laine de roche, il est entre 0,036 et 0,055. Si je prends donc une laine de roche qui est à 0,036, je fais 5 fois ce nombre-là de lambda, ça me fait 0,18. Donc je sais qu'il faut que j'isole de 18 cm à l'extérieur. Si j'ai un lambda un peu moins performant, si je prends on va dire le moins bien de la laine de bois, n'oubliez pas que le lambda, plus il est petit, et mieux c'est. Hein. Enfin, on n'a pas besoin du coup de beaucoup d'épaisseur. Si je prends le lambda de la laine de bois, d'une laine de bois qui fait 0,055, bon bah là, c'est pas 18 cm d'isolation que je vais avoir besoin à l'extérieur, mais 27,5, ce qui n'est pas la même chose. Donc, bien choisir l'isolant par son lambda pour calculer son mur sandwich en fait entre isolation extérieure et isolation intérieure. Donc le PLU, souvent pour les mairies, quand vous parlez container, ça fait souvent peur. Ils s'imaginent des tôles de rouille qui vont stagner sur un terrain. Le seul article qui pourrait vraiment faire que le projet ne se fasse pas, c'est les services urbains qui utilisent l'article 11, ne s'intègrent pas. Bon, ne s'intègre pas à son environnement. Clairement, pour avoir un permis de construire, on traite l'aspect extérieur. Donc, à vous de vraiment parler de l'aspect extérieur et pas mettre en avant que c'est une maison container. Ça a pas de sens. Je vous dis, on va pas dire, on va pas mettre le point sur une maison en briques ou en ossature bois
sans parler de l'extérieur. Tout ce qui intéresse les services urbains, c'est vraiment l'extérieur. Donc, parler vraiment de comment est terminée la maison. Et moi, sincèrement, sur le permis, je n'explique pas que c'est une maison conteneur, en fait. Je parle juste des couleurs de menuiserie, du type de menuiserie, des façades, du traitement de la toiture, enfin, comme vous savez tous faire. Donc, les aspects extérieurs, sur la maison container, on peut faire autant de finition bois, zinc, crépi, pierre. Vraiment, tout est possible. C'est pas parce que c'est du container qu'on ne peut pas faire du crépi. Il n'y a aucun problème là-dessus, on peut en faire. Alors là, on va vous montrer 3 exemples de projets. Donc, vous avez le projet de CPH Village à Copenhague, au Danemark. Donc ça, c'est un ensemble de logements temporaires construits à partir de containers maritimes, conçus pour répondre en fait à une demande croissante de logements étudiants. Il est implanté sur des terrains en transition et permet d'optimiser l'usage de l'espace urbain. Les règles environnementales de ce projet, c'est les standards écologiques en fait de Copenhague. Donc la ville, elle pointe plutôt les énergies renouvelables et la construction durable. Donc sur ce projet, les containers sont isolés avec des matériaux écologiques et équipés de systèmes de récupération d'eau de pluie et de panneaux solaires pour justement une faible empreinte carbone. Et au niveau de la structure, il y a des renforts métalliques qui ont été utilisés pour les largeurs d'ouverture. Et les jonctions entre les containers donc garantissent la stabilité structurelle de l'unité des habitations. Donc là, vous voyez que c'est vraiment empilé l'un à côté de l'autre, donc ça fait bloc. On peut également serrer les containers avec des bridges. On peut les lier entre eux avec des bridges. Si vous ne voyez pas ce que c'est, je pourrais vous donner une photo. Voilà, donc le projet, il a été vraiment conçu conformément aux exigences du PLU local. Et là, l'esthétique industrielle a été validée, on va dire. Donc tout dépend chez nous qui l'autorisera au niveau de nos mairies. Après, vous avez un deuxième projet qui s'appelle Skillpod Dies 150 de l'architecte Massimo Pignelli, pardon pour la prononciation. Donc c'est un projet de maison modulaire en container qui est en Belgique, qui a été conçu pour être en zéro énergie en fait. Donc la maison, elle a été fabriquée hors site et elle répond pareil à des normes strictes en matière de performance énergétique. Donc le projet, il est basé sur la Euro 2020 avec un ITE extérieur, un bardage bois, des panneaux solaires, un renfort sur les fondations pour assurer la stabilité des containers qui ont été empilés et un ancrage en fait au niveau des fondations. Voilà, le design, lui pareil, il respecte le PLU de la Belgique. Et donc là, on a des façades bois, des toitures inclinées. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en termes d'intégration dans le site, on ne voit pas bien autour s'il y a d'autres maisons qui font un peu toit plat, mais cette maison-là, on pourrait très bien la retrouver chez nous sans se douter que c'est à la base une maison container. Enfin, à mon sens. Il y a une touche un peu industrielle, mais ça se fond bien dans le paysage. Vous avez un autre projet qui est plus conséquent, celui-là. C'est un hôtel modulaire qui est situé à Amsterdam. Et là, pareil, il a été fait pour répondre à un besoin dans l'hôtellerie. Et là, on a vraiment plus un petit peu ce côté métallique, enfin structuré. Donc pareil, il a été soumis aux normes européennes aussi en matière d'accessibilité, parce que là, on est quand même sur un hôtel. Donc on a aussi des rampes d'accès, des ascenseurs dans ce projet-là. Les matériaux utilisés, pareil, panneaux solaires, récupération de chaleur pour minimiser l'impact environnemental. Également des renforts structurels. Moi, de mémoire, je sais que les containers, on peut les empiler jusque 4 containers sans toucher à la structure. Mais ça, évidemment, c'est quand on ne touche pas du tout aux containers. Nous, dans l'habitation, on ouvre quand même des parois, donc ça demande quand même des renforts au fur et à mesure.
ou des croix de Saint-André également. Là, dans ce projet-là, il y en a apparemment, il y en a aussi. Donc, pour parler des systèmes plutôt plomberie, électricité et chauffage, je vous conseille vivement, je vais mettre la prochaine photo, David. Je vous conseille vivement de faire un vide sanitaire sur les. Alors, excuse-moi, Caroline. Non, 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 c'est juste que si tu veux reprendre ton souffle, il y a quelques petites questions. On peut peut-être les aborder comme ça. Tu peux Ah, attaquer la dernière partie pardon, je l'avais pas vu. tranquillement. Ouais, bien sûr. Bon, une première intervention, bon, on est désolé si effectivement personne n'a dû quitter. Il y a une question de Mathieu. On peut répondre aussi aux questions par mail les semaines suivantes. Enfin, Oui, oui, tout à fait, mais voilà, il y a quelques non, questions qui sont. Voilà, il y a quelques petites questions, pas de méchantes. alors Mathilde, la hauteur sous plafond, moi j'arrive dans mes containers à 2,45 m. Alors j'ai fait moi 2 containers de 40 pieds iCube et par contre je voulais encore un container de 20 pieds. Le 20 pieds en iCube, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris un plus petit sous lequel j'arrive à 2,20 m de hauteur sous plafond en fini. Et en fait j'ai fait juste l'entrée de la maison sur la première partie. Et ensuite, de par la cuisine, j'ai juste le cellier buanderie. Donc, j'ai pas fait trop d'habitable sur une hauteur de 2,20 m. Mais sur le reste, ouais, j'arrive à 2,45 m en ayant mis au sol 11 cm de mousse polyuréthane pour avoir mon R de 5. Et j'aimerais bien, je pense, pour le prochain projet, peut-être, je sais pas toi, David, comment tu fais ton isolation de sol, mais moi, j'aimerais enlever les plaques de bois et essayer d'isoler entre la structure métallique pour essayer de diminuer les 11 cm de polyuréthane pour essayer de gratter 10 cm. Alors, j'ai les deux cas, comme toi, où j'ai mes 10-11 cm de PU au sol par-dessus le panneau d'origine. Donc, mais là, c'est des projets sur vide sanitaire. Par contre, j'ai également un projet sur sous-sol complet. Mais sous-sol, c'est uniquement du garage, donc qu'on n'isole pas ou peu. Et là, l'isolant, on le met bah, on va appeler ça des solives, hein, parce qu'on a c'est des solives, c'est des U hein, dans dans le sol qui font solives, des U métalliques. Et là, on va mettre l'isolant de manière tout à fait traditionnelle entre, entre solives et avec un plafond suspendu avec les suspentes type de chez Placo pour l'ossature métallique. Donc avec la petite pince qui va bien pour tenir la suspente. Et on fait les deux. J'ai fait les deux. Qu'en est-il de l'étude de structure à fournir pour la MAF? Bah oui, il faut donner la structure d'un béton. Enfin, d'un G-structure, pardon. Je dis toujours un G-béton, mais moi, je fais dimensionner les fondations par l'ingé béton et après, c'est l'ingé métal qui donne son étude. Dans le cas d'un PC précaire où il est demandé un bâtiment pour être démonté aisément, le bâtiment conteneur peut-il être proposé et rendu dans ce critère? Oui, Complètement, hein. c'est Complètement. En bâtiment complètement. d'urgence, c'est même super bien le container parce que justement, on est dans du logement d'urgence et c'est monté en très peu de temps. Et puis Donc, il là, a. par rapport au côté temporaire, le type toujours en fonction de la, de la nature du sol, mais globalement, ce type d'habitat d'urgence, il est posé sur des dalles, des parkings existants, enfin ce genre de choses. C'est calé sur ces quatre coins ISO et puis on n'en parle plus. Il n'y a pas de fondation à faire, pas de très peu de travail en sous-œuvre à prévoir, quoi. Pour la photo du bridge, Gaël, est-ce que je peux glisser une photo directement là ou. Alors oui, par contre, ça veut dire que David coupe son écran. Ou alors tu la passes dans le chat? Euh, Sinon, tu me la mets à côté et puis je l'envoie. Attends, ouais. Je la mets en fin Attends, de diaporama. ouais, là, elle est là. J'en ai une belle. Hop. Je te la mets où? Je te la mets dans le. Soit dans le chat, soit par mail, comme tu veux.
Ah oui, je peux rajouter une pièce jointe. Allez, je te la rajoute Ouais. dans le... Alors, le chat, ça peut être compliqué, hein. On l'a expérimenté dernièrement. Attends. Ouais, non, votre ordinateur. Sinon, c'est plus simple. Jean-Philippe, mettez-moi votre mail et comme ça, je vous l'envoie en direct. Ce sera peut-être plus simple Oui. parce que j'arrive pas. Bon, j'attends qu'il me passe le mail. Je vais juste finir du coup sur la partie 4. Hop. Donc, les systèmes techniques, plomberie, électricité et chauffage doivent être intégrés pour garantir le confort, la sécurité et la fonctionnalité de l'habitat. Pour la partie donc plomberie, je vous disais, je vous conseille vivement de mettre un vide sanitaire pour faciliter le passage des tuyaux et assurer un bon drainage. Et évidemment, utiliser aussi des matériaux résistants à la corrosion pour les installations en zone humide. Donc, les containers maritimes peuvent poser des problèmes de distribution d'ondes électromagnétiques. On l'a vu tout à l'heure avec la cage de Faraday. Donc, vous pouvez mettre de la Wi-Fi, mais préférez vraiment des connexions filaires et installer des gaines blindées pour protéger les câbles électriques. Mais c'est vrai que plus ce sera filaire, mieux ce sera. Ou alors, effectivement, faire de grandes ouvertures. Et ne pas oublier la mise à la terre, hein, de Et la lancer. mise à la terre. Les containers en tant qu'espace confiné nécessitent donc une ventilation, on l'a dit. Il faut vraiment maintenir une bonne qualité de l'air et un chauffage adapté pour éviter les ponts thermiques. Donc, installer des systèmes de chauffage à haut rendement énergétique, comme les pompes à chaleur et les VMC double flux, pour garantir un renouvellement de l'air sain et un maximum de confort à l'intérieur. Pour info, là, au niveau du chauffage, j'ai récemment rencontré quelqu'un qui travaille sur le container aussi. Et lui, pour gagner en hauteur, il va commencer à installer des plafonds radiants. Apparemment, ça marche bien dans le container, donc j'aurai des infos dans les semaines à venir. Pour le passage des réseaux, on va faire un plénum. Alors moi, le plénum, dans mes maisons containers, c'est plutôt des soffites et des faux plafonds de 10 cm, mais pas plus, hein. Donc pour passer l'électricité plomberie, donc moi, je passe tout ça dans mes isolations intérieures et juste les spots et tout en plafond. Et pour les prochains projets, je pense que je vais vraiment essayer de passer les réseaux au-dessus de ma toiture, faire des ouvertures en toiture avec des trappes de visite, parce qu'en fait, quand vous mettez l'ossature bois pour la toiture, même quand vous isolez, moi je mets 40 cm de laine de verre et après de toute façon l'étancheur il remet encore du polyuréthane au-dessus. Il y a beaucoup de place en fait entre la fin du container et l'angle en fait de la pente enfin là où il y a les pannes en fait, pardon, je m'exprime mal. Et du coup, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire pour gagner en hauteur. Mais là, sur les containers, je cherche vraiment à gagner de la hauteur sous plafond pour les prochains projets. Et, euh, ce qui est possible également de faire, pour passer du réseau, c'est de fixer tout ce qui est déjà électrique et distribution d'eau au panneau d'origine de sol du conteneur et de Container. traiter le sol de traiter l'isolation du sol du coup en polyuréthane, mais pas en panneau type TMS, mais de faire une isolation projetée. Ouais. Ce qui va noyer les réseaux aussi dans le sol du conteneur et puis et possiblement aussi de faire pourquoi pas un chauffage par le sol, hein. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. C'est terminé pour ce webinaire. Jean-Philippe, je vous ai envoyé le mail avec la photo du bridge. Si vous avez des questions, c'est moi. Bon, pour ceux qui se posent la question de ce que c'est un bridge, les premiers résultats Google en tapant bridge conteneur sont Oui, un parlants. bridge, vous allez trouver.
Ok, pas de questions. Il semble qu'il n'y a Encore aucune beaucoup de question parce que vous étiez particulièrement clair. Tant mieux. Ah, si, Ouais, Thierry voilà. Grisier. Quel est l'apport entre préfabrication en atelier et le montage sur site? Bah, moi, je fais du 100% sur site, hein. Ouais, là, pour l'instant, je suis Je encore prépare en atelier. 100% sur site. Là, j'ai une extension qui démarre. On va faire toutes les découpes renforts en atelier. Par contre, tout ce qui va être menuisé, pose des menuiseries, sera faite sur site. C'est vrai qu'on parle toujours de la maison container comme une maison hors site. Moi, j'ai un peu du mal avec cette appellation parce que bah, moi, je les transforme entièrement et j'en mets plusieurs l'un à côté de l'autre. Il y a des sociétés près de chez moi qui font des bureaux ou des studios indépendants, mais ils gardent la taille du container de base. Donc là, effectivement, c'est super en hors site. Vous avez un container, vous aménagez tout, vous le livrez directement chez les gens. Mais nous, on en fait des maisons. Donc une maison, on découpe, on soude. Enfin, pour moi, c'est compliqué de faire la maison dans un atelier, puisqu'après, quand elle arrive, je la mets sur quel camion en fait. Ou alors je prépare tous mes containers et je les soude à la dernière minute sur place. Franchement, je me vois pas prendre ce risque-là. Je préfère être sur place Là, aujourd'hui. ouais, c'est ce qu'on va faire là pour une extension. Nous, on va tout découper là en atelier. Tous les renforts vont être en atelier et puis on assemble. Par contre, sur place, là, on n'a pas le choix parce que l'intérêt du conteneur, c'est de les garder quand même sur camion et puis pas de passer en convoi sélectionnel. On a la question, faut-il relier les parois des conteneurs à la terre? Oui, il faut les relier. Ouais, On n'a bien pas, sûr. on n'a pas le choix. Lorsqu'on n'empile pas le conteneur, mais qu'on le crée un porte-à-faux, comment gère-t-on? Comme Un tiers, enfin c'est un tiers, deux tiers, pareil, hein, ou alors on met une structure des poteaux métalliques devant, mais sinon c'est pareil, c'est la même règle, hein, ouais, c'est on peut. ça. Et puis, il faut aussi, enfin, vraiment, ça, j'insiste, mais il faut vraiment s'appuyer sur son BE pour calculer ça, pas faire n'importe quoi, mais c'est possible, en fait. Et puis, s'il faut un renfort, on met un renfort. Alors Ben Daly dit pas de hors-site pour vos projets. Bah moi pour ma part non, c'est vraiment sur site. Et la deuxième question, motel de construction Green Habitat, oui, eux ils en font. Euh, Là Gaël pourra peut-être ou Boris pourra peut-être répondre. Green Habitat, ils font de l'ossature bois aussi, non? C'est plus de l'ossature bois que du conteneur ou ils font vraiment que du conteneur? Je ne Je me sais souviens. pas. Caroline, vraiment, le sujet, je ne sais pas. David, tu sais toi? C'est du Je container. Green crois Habitat, c'est que, vrai je que crois qu'ils sont très, très conteneurs Oui, maintenant, oui. hein. Ils ont, Ouais, container. Mais effectivement, je sais qu'ils ont un... Ouais, container, voilà. C'est effectivement, ils ont un site. J'ai déjà vu, en fait, ils sont pas mal implantés dans plusieurs... Enfin, ils ont plusieurs agences, mais ils sont pas enregistrés en maison container. C'est vrai que c'est société de menuiserie, société de charpente. De toute façon, c'est difficile d'être constructeur de maison container aujourd'hui. Il y en a un qui est en Bretagne. C'est trois lettres, J, D, L ou un truc comme ça. Mais sinon, c'est compliqué d'avoir les assurances, je pense, pour faire de la maison container. Et pour Michael Forjanik, quels sont les pays qui développent le plus ce type de container? Sur le webinaire qu'on a fait il y a 3 semaines, on a vraiment montré que ça se faisait partout dans le monde. Maintenant, je ne sais pas quel pays développe le plus, mais comme ça, d'entrée de jeu, je dirais plutôt vers Copenhague, hein, non? On a pas ouais, mal d'exemples hein, sur la Belgique, Copenhague, mais bon, il y en a autant au Mexique qu'en Australie, qu'en Californie, donc faudrait faire des stats, savoir combien, pour voir où est-ce qu'on en fait le plus. oui, et puis là, on nous dit la présentation est orientée vers sur le sur-site. C'est différent en Europe du Nord, oui, mais il faut aussi garder en tête que chez nous, c'est pas encore hyper développé et que les filières hors-site, elles n'existent pas partout. Donc, sans les intervenants hors-site, c'est compliqué. Il faut que
la filière se structure pour qu'on puisse aussi faire le maximum hors site. Oui, oui, c'est sûr que le hors-site, c'est ce qu'il faudrait faire, mais On gère les porte-à-faux avec des longerons. En fait, on gère les porte-à-faux avec les longerons d'origine du ouais, conteneur. En fait, faut juste le positionner. Je mets juste avec des gros guillemets, hein, mais juste de positionner le porte-à-faux de manière équilibrée par rapport à l'ensemble du conteneur. votre présentation est orientée vers une construction sur site. C'est différent ailleurs, notamment en Europe du Nord. Oui, Ouais, mais c'est en ça. fait, quand on fait des logements étudiants et que c'est un container par logement, oui, évidemment qu'on peut le faire en hors site. Là, nous, en tant qu'architecte, on fait des maisons complètes. C'est pas juste. En fait, un container, enfin, de 40 pieds, c'est 25 mètres carrés. Je peux pas livrer une maison de 25 mètres carrés. Je vous dis, ou c'est juste comme vous avez une société à Vendargue qui fait ça près de chez moi à Montpellier où effectivement c'est juste un bureau supplémentaire ou un studio. Là, ça marche très très bien. Mais pour une maison complète, moi, je n'ai pas les atouts aujourd'hui pour dire je fais du hors-site. Ou alors, il faut vraiment couler la chape, tout, et juste relier à la dernière minute sur site. Mais je pense que c'est compliqué pour faire une maison complète. Everlia à côté de Montpellier, oui, je les connais aussi, mais il est très difficile d'avoir des infos par eux. Green Habitat sont plus cool au téléphone qu'Everlia. Les entreprises avec lesquelles vous travaillez sont-elles spécialisées dans les conteneurs? C'est rien notamment. Alors moi, j'ai des Non. chaudronniers qui sont convertis au conteneur et puis j'ai des gens qui ont toujours été dans le conteneur, enfin, qui se sont lancés sur le conteneur directement. Je croyais que les points forts étaient dans les angles, oui, ce qui n'empêche pas de considérer le reste de la structure quand même pour les porte-à-faux. Les longerons, de mémoire, c'est des U de 100, de 100 mm de haut, donc qui ont quand même une tenue mécanique et qu'il faut prendre en compte pour le porte-à-faux. Et si pas possibilité pas porte-à-faux trop grand, il va falloir apporter des solutions et des renforts. Euh, Ardalan, avec quelle entreprise vous travaillez dans la région de Montpellier? Ben moi, je travaille avec mes artisans en fait. Autant quand j'ai une maison en briques, je prends les mêmes que pour faire une maison container. Je prends chaque corps de métier. Je vais pas faire appel à un constructeur de maison container. Je fais moi-même. Donc j'ai mon plaquiste, j'ai mon électricien, j'ai tous mes corps de métier avec moi. Pareil. Euh, Est-ce une problématique de process peu ou pas existant pour le hors site à votre niveau? Vous pouvez reformuler la question, je la comprends pas bien. Ou toi, David, t'as compris? Bah, c'est toujours la même qui tourne en boucle en fait. Ah, pardon. C'est qu'on fait pas de hors-site parce qu'on a, bah, moi, si je fais pas de hors-site parce on n'a pas d'acteurs qui ont un process hors-site à proximité. Euh, j'ai des gens pour transformer les conteneurs, mais qui vont pas avoir la main-d'œuvre ou la capacité de mettre les menuiseries en place ou qui vont pas avoir la capacité à, à m'intégrer des réseaux en usine. Bah, il faudrait faire chaque module indépendant en fait et les ramener sur site, mais qui sont entièrement finis. Mais dans une maison, par exemple, je vais pas me faire une cuisine de 2 mètres de profond pour faire du hors-site. Donc c'est vrai que là, à la fin, j'ai une maison de taille standard. Elle va faire Oui, mais 7 mètres, 8 mètres. Donc du coup, j'ai pas le camion pour emmener cette taille-là. Mais on pourrait, hein, je pense, on pourrait développer un système où c'est entièrement sur site. Mais du coup, par exemple, une chambre, moi c'est pareil, je scinde 2 containers pour faire une chambre. Donc est-ce que la jonction, le jour où on amène les 2 containers alors qu'ils sont entièrement finis, peut se faire bien? Ouais, il faudrait sûrement travailler dessus, hein, parce que moi aujourd'hui, je ne suis pas capable. actuellement, tu peux facilement faire 70% hors site, mais le problème, c'est d'avoir les structures en face pour y répondre. Mais en tout cas, moi, en Moselle, en Moselle, Meurthe-et-Moselle, parce que je suis entre les deux, je les connais pas, quoi. Enfin, et je suis pas sûr qu'ils existent. C'est un problème plutôt de structure auquel la format Cargo essaye également de répondre avec les formations qui sont proposées. Donc de former
des acteurs, des gens qui veulent se convertir vers la construction conteneur, mais en proposant une formation sur tous les corps de métier, et pas uniquement la découpe du conteneur, la découpe et le renfort. Alors Rémi, que pensez-vous de l'isolation extérieure sous le plancher en panneau sandwich? Bah oui, très bien. Faut faire un vide sanitaire isolé par le dessous et je gagne en hauteur sous plafond. C'est exactement ce que je cherche à faire moi. Moi sur la maison, mes clients ne voulaient pas de vide sanitaire. Et pour moi, c'est un gros regret d'avoir fait la maison sans vide sanitaire parce que je trouve que peu importe la maison qu'on fait, peu importe le système constructif, sans vide sanitaire, c'est une galère. Et là, effectivement, j'en ai pas sur la maison que j'ai faite. Et pour moi, je pense que c'est vraiment une bêtise de ne pas l'avoir fait et de ne pas avoir forcé mes clients à le faire en tout cas. Mais effectivement, si j'avais eu un vide sanitaire, l'isolation par le dessous, je pense que je l'aurais fait pour gagner en hauteur de sous plafond. Merci pour l'éclairage et la problématique. De rien. Merci, de rien. Il y aura encore des webinaires, hein. On pourra encore débattre et effectivement, le dernier webinaire, c'est vraiment les réalisations qu'on a faites. Donc, il y aura des images, ce sera plus parlant. On pourra vraiment parler de l'expérience. Mm. Et puis, s'il reste des questions, bah, vous pouvez toujours les poser par mail et puis on tentera tant qu'on peut d'y répondre. Dispo par téléphone, par mail. Absolument. Caroline Mathieu, David Gross et Market Cargo sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Alors vraiment un grand merci Caroline Mathieu et David Gross. Et je suis ravie de ce webinaire parce qu'il est très technique, très opérationnel et il s'inscrit parfaitement dans les enjeux du temps. On va se quitter là, il est 19h31. On est en plus parfaitement dans les temps. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas donc le cycle de webconférence. Et j'ai regardé nos mails, en fait, on a déjà eu pas mal d'inscriptions pour les 2 autres webconférences. C'est vous dire l'intérêt pour le champ de pratique. Très bien. Eh ben, bonne soirée. Bonne soirée, à très bientôt. À bientôt. Bientôt. Et Bonne encore soirée, merci. bientôt.